Salut à tous, aujourd'hui on va parler un petit peu politique, mais au travers de ça, ça va vous aider à un petit peu mieux comprendre comment marche l'économie française de l'audiovisuel et du cinéma. Alors déjà, j'aimerais vous donner des chiffres. 11,3 milliards d'euros. C'est ce que génère l'économie française de l'audiovisuel. Donc c'est quand même devant l'automobile qui rapporte 9,8 milliards et c'est aussi devant l'aéronautique. Alors ces chiffres, ils viennent de Simon Arnal. Simon Arnal, on va en reparler un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est le vice-président du syndicat des producteurs indépendants. Moi, la question que je me pose sur ces chiffres, c'est est-ce que ça prend uniquement l'audiovisuel et le cinéma, c'est-à-dire en gros le documentaire et la fiction, ou est-ce que ça prend aussi en compte le programme de flux, donc ce qui passe en télé, peut-être tout ce qui va sur YouTube, qui pourrait être considéré comme du programme de flux ou alors dans un genre à part, et aussi tout ce qui est institutionnel. Je sais pas, je pense pas que ces chiffres prennent en compte ça, parce que ça serait un petit peu compliqué à tout analyser, ce qui fait que potentiellement les chiffres sont encore beaucoup plus gros. Donc il y a une vraie économie de l'audiovisuel français. Mais malheureusement, cette économie, elle est remise en question. Pourquoi ? Et parce que nos modes de consommation y changent. Pourquoi ? Parce que la télévision, qui était il y a encore quelques années le média indétrônable, là il est pas mal en danger par YouTube, Netflix, Amazon Prime Video qui commence petit à petit à grignoter des parts, et puis Disney+ qui arrive, et il y a aussi Apple et HBO qui vont essayer de sortir leur épingle du jeu. Donc voilà, clairement la télé est pas super bien en point. Alors je reprends mes chiffres, je referai une émission un peu plus sur la télévision française parce que je pense que c'est important, mais elle n'est pas non plus super méga mal en point, mais elle perd quoi. Elle a fait un plongeon en 2018 de 6 minutes du temps moyen journalier, donc qui est quand même de 3h36, donc au final ça reste bien, mais ce plongeon, chez les 15-34 ans, il est de 16 minutes. Pour ceux qui se demandent d'où viennent ces chiffres, ils sont repris, je crois, de Publicis Media, et je les ai vus dans un article des Échos. La télé, elle est dans une pente descendante, et pour l'instant, même si ça va, qu'est-ce que ça sera dans 5, 10, 20 ans ? On ne sait pas, mais il est temps déjà de s'adapter. Surtout que, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, la télévision, jusqu'à présent, c'était, et ça l'est encore, le poumon de l'audiovisuel français. Une télévision, c'est eux qui vont financer la plupart des programmes de cinéma et d'audiovisuel. Alors pas entièrement, mais ils vont prendre une très grosse part de leur production à leur charge. Et si la télé ne peut plus le faire ou peut moins le faire, c'est directement la production française qui est impactée. Selon Alain Diberdé ou Diberder, je sais pas, 85% de l'économie audiovisuelle repose sur la télévision, donc c'est énorme. Sauf que ça devient compliqué pour la télé, déjà on la délaisse pour des Netflix et tout ça, en plus ces chaînes de télé, concrètement, oui, c'est des mastodons en France, mais face à un Netflix, c'est pas un si gros mastodon que ça, quoi. Donc déjà, ils ont pas autant de moyens pour produire. En plus, ils ont des inégalités marketing de mise en avant. Par exemple, une série comme Last Man, je sais pas si vous avez vu, une série que je vous conseille, qui est géniale d'ailleurs. Une série comme Last Man, elle a été produite par France 4 à la base, et à part les fans, parce que c'est tiré d'une BD, c'est une série d'animation, et à part les fans, elle n'a pas fait trop de bruit. En revanche, quand elle est arrivée sur Netflix, tout le monde a fait « Oh, Last Man, c'est génial !» Il y en a même qui ont cru que c'était Netflix qui avait produit Last Man. Pourquoi ? Parce que Netflix a des moyens marketing plus importants que les chaînes de télé. Et il n'y a pas que ça comme inégalité. Les chaînes, elles sont soumises à des réformes qui datent des années 80. Elles n'avaient pas le droit de diffuser des films quand elles voulaient. Alors que concrètement, une plateforme VOD, c'est quand le spectateur veut, alors que il y avait des jours spéciaux pour la fiction. Pareil pour la publicité. Une plateforme comme YouTube, ça peut faire de la publicité segmentée avec tous nos algorithmes, ils savent quoi nous montrer. Une chaîne de télé, non, tous les spectateurs regardent la même chose. Il y a aussi une inégalité sur les taxes. Il y a ce qu'on appelle la TST, qui est une taxe sur le chiffre d'affaires des chaînes de télé, qui est de 5,5% du chiffre d'affaires des chaînes. Donc il va directement au CNC, qui sert à alimenter le CNC. J'avais déjà fait une vidéo sur CNC, je vous invite à la re-regarder. Et donc cette taxe, elle est réinvestie par le CNC dans la production audiovisuelle. Or, les plateformes n'avaient pas cette taxe en 2018, ils ont enfin eu une taxe qui est de 2%, et
qui reste quand même inférieur à 5,5%. Alors là, il est en question peut-être de l'augmenter, hein, rien n'est arrêté, mais il y a cette inégalité là-dessus. Il y avait aussi une inégalité parce que une autre inégalité, c'est que les chaînes de télé, et ça c'est génial, hein, c'est ce qui fait la beauté de notre système, c'est que les chaînes de télé, donc les gros distributeurs d'audiovisuel, ont des obligations de réinvestissement dans la production audiovisuelle, fiction, cinéma, documentaire. Et ben c'était pas le cas non plus pour les plateformes. Donc les plateformes consommaient sur le marché français, mais contrairement aux autres acteurs, ne favorisaient pas le marché français de l'audiovisuel. Mais ça, c'était avant, parce qu'il y a un projet de loi qui est arrivé, enfin qui est en train d'arriver. Alors le 2 septembre, Franck Riester, je crois que ça se dit comme ça, notre ministre de la Culture, a présenté devant tous les professionnels de l'audiovisuel son projet de loi de réforme pour justement aider la France et la production française à survivre à ce changement de paradigme, à ce changement de consommation. Alors, il a été présenté le 2 septembre, ensuite il a été en négociation par les professionnels entre eux après, là il devrait être examiné au Conseil des ministres, et puis début 2020, l'Assemblée elle va décider de le faire passer, ou non, bon, normalement on devrait le faire passer, et l'Assemblée devrait le faire passer début 2020, et il devra entrer en vigueur fin de premier trimestre 2020. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce projet de loi, cette réforme qui est la plus grosse réforme que l'audiovisuel ait connue depuis quasiment 40 ans, un petit peu moins, 35-36. Tout d'abord, les plateformes sont taxées et ça, putain, c'est chouette. Donc, alors ça, c'est un truc où j'ai eu du mal à trouver l'information. Je sais pas si la TST qui est de 2% à l'heure actuelle, d'ailleurs, YouTube paie normalement cette taxe hein, aussi. Je ne sais pas si elle va être réévaluée ou pas. Chose importante, enfin, les plateformes vont avoir des obligations de réinvestissement dans la fiction française et européenne. Ça va être aux alentours, alors pour chaque plateforme, ça sera plus ou moins différent en fonction des genres, docu, cinéma, audiovisuel, etc. Mais chaque plateforme aura en moyenne 16% du chiffre d'affaires qu'ils font sur le territoire qui devra être réinvesti dans la fiction française ou européenne. Et ça, c'est chouette parce que ça veut dire que concrètement, il y aura encore plus de fiction qui sera produite, donc encore plus de travail théoriquement. Et puis ça fait aussi briller notre patrimoine. Moi, une question que je me pose et sur laquelle j'ai pas trouvé la réponse, donc si vous l'avez, si jamais il y a un expert de l'économie audiovisuelle qui regarde cette vidéo, je serais ravi de la voir, c'est est-ce que YouTube est soumis à cette taxe hein? Je sais que Netflix, Amazon Prime, et, Apple TV et d'autres plateformes devraient être soumis à cette taxe, mais est-ce que YouTube l'est? C'est pas une plateforme d'abonnement, mais en même temps, comme une chaîne de télévision, ça vit sur de la publicité et ça diffuse des contenus, des contenus dont elle n'est pas propriétaire, et même a priori n'a pas vocation de base à produire, même s'il y a eu des essais, notamment avec YouTube Premium, je crois, YouTube Red. Mais est-ce que YouTube sera soumis à ces obligations? Ça, c'est une question auquel j'ai pas et j'essaierai de trouver la réponse. Et selon notre ministre de la Culture, si les plateformes refusent ou rechignent à payer cette taxe, elles seront sanctionnées par des amendes et ça pourra aller jusqu'à l'interdiction d'être diffusées. J'ai vu en faisant mes recherches une petite image assez marrante, je vous la mets. Alors là, comme ça, c'est des plutôt bonnes nouvelles que je vous annonce, mais il y a une question, notamment qui a été soulevée par le Parisien. Est-ce que ça va être facile d'appliquer ces obligations à ces gros mastodons internationaux? Est-ce que déjà, à ce qui paraît, elles sont pas super transparentes dans leurs chiffres, donc c'est compliqué de taxer quelqu'un qui n'est pas forcément transparent. Après, c'est du chiffre d'affaires, donc bon, elles ont leurs antennes à l'étranger, c'est des montages un petit peu qui me dépassent, donc ça, je sais pas trop comment ils vont faire, mais est-ce que déjà ce point-là, ça va être possible de mesurer? Et ensuite, concrètement, est-ce qu'on peut arrêter une plateforme comme Netflix en France alors que c'est sur Internet? Ça, je ne sais pas. Donc, il y a quand même quelques voix sceptiques qui sont levées, mais dans tous les cas,
pour moi, c'est sûr que c'est vital, c'est que ces plateformes-là, si elles exercent sur le marché français, elles doivent aussi être taxées. Les télévisions sont taxées, les plateformes aussi, et tout ça, c'est taxé pour un réinvestissement direct dans de la production audiovisuelle. Donc pour moi, c'est tout à fait normal. Alors comment est-ce qu'elles ont réagi, les plateformes? Donc Netflix, eux, ils se sont dit, entre guillemets, accueillir favorablement la volonté du gouvernement d'inventer un système équilibré et en bonne intelligence avec tous les acteurs. Donc ça, c'est cool. Et Netflix a aussi dit qu'il voulait poursuivre le dialogue constructif avec les pouvoirs publics. Bon, a priori, ils sont plutôt OP. Amazon, eux, ils se sont abstenus de tout commentaire. Alors, qu'est-ce qu'elle dit d'autre cette réforme? Parce que oui, les plateformes sont taxées, mais il n'y a pas que ça. C'est une énorme réforme qui impacte donc les chaînes de télé, les plateformes de distribution, les producteurs, et même le CSA. Très rapidement, le CSA et Adopi devraient fusionner ensemble. Bon, je m'étends pas là-dessus parce que ça concerne pas directement la production audiovisuelle française et donc du coup, c'est moins en rapport avec la ligne éditoriale de la chaîne. Point important, c'est les chaînes de télé, a priori, ont été pas mal avantagées. Donc déjà, on a supprimé pas mal de choses auxquelles elles n'avaient pas le droit, tout ce qui est les films de cinéma qu'à certains jours, et ils vont pouvoir faire de la publicité segmentée. Alors je pense que ça sera pas aussi segmenté qu'avec YouTube, parce que il n'y a peut-être pas la technologie, c'est peut-être pas aussi simple. En revanche, peut-être qu'ils pourront faire des publicités qui vont varier entre quelqu'un qui est à Strasbourg et l'autre qui est à Montpellier. Autre point pour les chaînes de télé, c'est la question des droits. Alors là, pareil, je vais reprendre un truc de TF1. Est-ce bien normal que lorsque une chaîne finance 70% d'une série, elle ne puisse avoir que 48 mois de droits alors que Netflix les a sur de nombreuses années? C'est vrai qu'a priori, sur les droits, c'est pas exactement la même chose et les chaînes de télé sont un peu désavantagées par rapport aux plateformes. Après, le droit d'auteur en France, c'est quelque chose d'assez particulier. Sauf que le droit d'auteur en France, il protège quand même les auteurs déjà, mais aussi indirectement, les producteurs. Donc le droit d'auteur, c'est aussi le droit de distribution que les producteurs ont. Et ça pose une question, parce qu'avant, il y avait les producteurs et la télévision, et ça permettait de protéger un peu les producteurs, sauf que, il y avait un système de hiérarchie, les petits producteurs, les grosses chaînes, mais maintenant, on a les petits producteurs, les grosses chaînes, et les énormes mastodontes de plateformes. Et ça m'emmène à la suite, c'est que vraisemblablement, les producteurs, et surtout tout ce qui est production indépendante, vont pas être super avantagés par cette réforme. Alors je reprends mon carnet, on va de nouveau parler de Simon Arnal, qui est le vice-président du syndicat des producteurs indépendants, et il a fait au sujet de la réforme une tribune ouverte sur le Figaro Vox, je crois. Donc je vais vous lire un petit peu des passages. Même si la volonté du gouvernement d'obtenir que Netflix et les autres plateformes de vidéo à la demande participent au financement collectif des productions françaises mérite d'être saluée, c'est vrai. Si, comme les pouvoirs publics l'annoncent, les obligations et contributions des acteurs historiques que sont les chaînes de télévision sont diminuées dans la même proportion, cela signifie en clair que les ressources tirées des plateformes au lieu de financer la création française seront transférées dans les bénéfices des chaînes de télévision commerciales. Comme par un tour de passe-passe, l'occasion d'engager dans une dynamique de croissance un secteur majeur de notre économie sera manquée. À l'heure actuelle, les chaînes de télé, elles ont une obligation dans leurs dépenses dans la fiction française, que ça soit 80% de production indépendante. Alors j'ai pas vraiment la définition de production indépendante malheureusement, faudrait demander à un expert du sujet, mais là en tout cas la loi voudrait, c'est actuellement en négociation, passer ces obligations de 80 à 50%. Donc en gros, les chaînes de télé, elles vont pas mettre moins d'argent, mais vont les mettre moins dans la production indépendante, ce qui fait que ça sera peut-être mis dans des plus gros projets que dans des grosses productions, et peut-être qu'ils vont produire plus en interne, et du coup, cet argent, n'ira pas vraiment nourrir les productions indépendantes et donc la diversité culturelle, mais s'impactera plus dans les bénéfices des chaînes de télé. Et oui, les plateformes, elles vont un petit peu plus financer ça, mais au final, pour les producteurs, ça va plus ou moins être du pareil au même, et ça va pas spécialement enrichir la production. J'espère que j'ai été clair. Alors, je continue à vous lire un extrait, toujours de Simon Arnal. L'objectif assumé
concentrer et intégrer la production française entre quelques mains, en particulier celle des groupes de diffuseurs. Des groupes dont la nationalité varie au gré des mouvements capitalistiques. C'est vrai que en soi, même si c'est des groupes d'origine française, par exemple le PSG c'est français, mais c'est pas tenu par un Français. Des groupes dont la nationalité varie au gré des mouvements capitalistiques incontrôlables. Cela signifie que les entreprises françaises les plus innovantes, les plus dynamiques, qui font le succès de notre création seront immédiatement sanctionné. L'accès à la culture et au patrimoine d'une nation ne peut pas être laissé au bon vouloir de quelques multinationales. Et c'est vrai que quand j'ai lu ça, j'ai fait il a raison. Après, encore une fois, c'est quelque chose qui me dépasse et j'ai fait des recherches là-dessus, mais à mon avis, je ne prends pas en compte tous les enjeux. Mais c'est vrai qu'en lisant ça, j'ai fait et il a raison. Et en fait, ce qu'il dit Simon, ça avait déjà été un petit peu dit il y a quelques mois. Le gouvernement a commandé un rapport à Dominique Boutonnat, qui est un producteur et aussi, selon certains dire, un proche d'Emmanuel Macron, a commandé un rapport sur l'état des lieux de l'audiovisuel français. Parce que ça fait un bout de temps qu'on se dit merde, il faut quand même réformer ce système, attention, les plateformes, elles sont en train de tout niquer. Et donc il a commandé un rapport, et ce rapport a été pas apprécié par tout le monde. Alors certains ils ont dit ok c'est génial. En fait ce qu'on lui a reproché c'était un côté un peu trop Startup Nation, un peu trop Macron au final, un peu trop axé sur ok voilà comment on devient compétitif. Et ce qui est marrant, ou pas, enfin, ça les a pas fait rire, c'est que Dominique Boutonnat, il a ensuite été nommé à la tête du CNC. Certains ont salué le fait que c'était la première fois qu'un vrai professionnel de l'audiovisuel de la production était nommé à la tête du CNC, et d'autres ont fait c'est un proche d'Emmanuel Macron, et en plus il va justement faire ce que Simon reproche, c'est-à-dire se concentrer vraiment sur quelques champions français, et tous les autres, bye bye. Et l'idée, c'est pas tant de faire des œuvres d'art, c'est de faire de l'argent. D'ailleurs, dans le film français, il y a eu une tribune de je ne sais plus combien de professionnels de l'audiovisuel, de grands réalisateurs. Il y avait Clafiche, il y avait Audiard, il y en avait plein d'autres qui ont fait une tribune pour être contre sa nomination. Il y a aussi les élèves de la FEMIS qui n'étaient pas contents, qui ont fait des grèves. Bref, ça n'a pas mis d'accord tout le monde. Et ça, c'est des choses qu'on reproche à la réforme. Parce que cette réforme, à mon avis, en toute logique, elle s'est basée quand même sur le rapport Boutonnat. Bon, alors il est temps de conclure. Je vous ai donné pas mal d'informations. J'espère que je vous ai pas perdu. En gros, c'est sûr qu'il faut réformer l'audiovisuel. Ça, l'audiovisuel français, on n'a pas le choix. On a un super système avec le CNC que plein de pays nous envient, qui arrive plus ou moins à s'auto-financer, et à s'auto-financer aussi grâce aux productions américaines. Parce que la TST, elle est aussi, donc c'est pas la TST, je crois que c'est la TSA, qui est ponctionnée sur les billets de cinéma. Et un billet de cinéma, ça permet, quand on va voir Avatar, même s'il est plus en salle depuis longtemps, quand on va voir Avatar 2, et il y a à peu près, je sais plus combien, faudra regarder ma vidéo sur le CNC, 10-12% qui est pris, qui est directement donné au compte du CNC, et du coup le CNC réinvestit ça dans des aides. Les gros acteurs aussi sont obligés de réinvestir, donc c'est une espèce de cercle vertueux. Et ça, il fallait mettre au diapason ce cercle vertueux avec les nouveaux acteurs qui sont Netflix & Co. Mais voilà, ça pose des questions. Est-ce que les plateformes vont respecter ça, sachant que dans les autres pays, on leur demande pas tout ça? Donc est-ce qu'elles vont respecter ça? Est-ce que aussi les chaînes de télé vont pas se dire oui, mais nous maintenant on n'a plus les moyens de lutter contre ces gros groupes? Est-ce que du coup les producteurs vont trouver un petit peu leur accord avec tout ça? Voilà, ça c'est des questions auxquelles je me pose. Donc ça a été de nouveau en négociation. Le projet que je vous ai dit pour l'instant, c'est que des bribes, mais il n'est pas totalement du tout arrêté, et il va être revu. On fera un épisode d'ailleurs sur la chaîne quand il sortira pour bien vous expliquer tous les enjeux. D'ailleurs, peut-être qu'il faudra que je contacte un expert pour qu'il puisse vraiment nous expliquer un peu mieux que moi qui ai fait de la vulgarisation. Mais je pense qu'on va dans le bon sens, en tout cas en voulant réformer. Comme toutes les réformes, il y en a qui vont grincer. Évidemment, moi je suis pour qu'il y ait une production qui soit le plus différente, pluriculturelle, et puis pour qu'on aide aussi YouTube et tout ça. Bref, je suis pour ça, mais encore une fois, c'est des enjeux qui me dépassent. On n'en est qu'au début, mais la réponse sera en
mars ou février 2020 quand la réforme sortira. Dans tous les cas, j'attends vos commentaires. J'ai mis plus de temps à faire cette vidéo que d'habitude, donc justement j'attends votre feedback et vos questions, vos débats, bref. Faites-vous plaisir. Si vous ne connaissez pas la chaîne, vous pouvez vous abonner. Hein. J'essaye de parler un peu d'économie du cinéma de temps en temps parce que je viens d'un cursus de production, mais on parle de plein d'autres trucs. Si la vidéo vous a plu, petit like, ça me fera plaisir. En plus, comme je l'ai dit, j'ai mis beaucoup plus de temps à l'écrire. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais continuer un petit peu cette série de la production. Là, je prépare une vidéo sur la guerre des plateformes et il y aura aussi une réponse à cette vidéo sur la guerre des plateformes, sur comment les plateformes françaises et dont les télévisions peuvent résister à cet débarquement international. Je vous laisse avec une petite photo que j'ai vue dans Les Échos, que j'ai trouvé marrante. Et voilà. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!